beaucoup et merci. Donc, merci beaucoup à Vincenzo Raimondi et à Florent Levillain pour l'organisation de ce séminaire FITECO. Merci aussi beaucoup à toute l'équipe de l'UTC et du CRED pour leur accueil l'année dernière. Voilà, je tenais à profiter de cette occasion pour les remercier, en particulier Charles Lenay et puis Pinard Declercq. Et donc, je vais repartir un petit peu sur cette notion notamment d'objet temporel audiovisuel dont a parlé un tout petit peu Mathieu Triclot dans sa présentation. Et puis, je vais essayer de remonter un petit peu, voilà, disons, dans l'histoire de la philosophie et puis de la pensée de Bernard Stiegler pour comprendre un peu voilà, ces questions, pour remettre en contexte un petit peu ces questions d'industrie culturelle et de technologie de l'esprit. Je vais parler peut-être un petit peu vite pour ne pas prendre trop de temps et je vais partager aussi mon écran. Alors, voilà, est-ce que vous voyez mon écran ? Oui. Voilà, donc je vais projeter un certain nombre d'images et de citations. Je n'aurai pas le temps du coup de m'arrêter sur toutes les images et sur toutes les citations, mais néanmoins, je pourrais envoyer la présentation pour les personnes que tout ça intéresse pour regarder la présentation dans l'après-coup. Voilà, donc je commence. Je commence donc par cette notion d'industrie culturelle, tout d'abord. Donc, la notion d'industrie culturelle, c'est une notion en fait qui désigne tout simplement l'ensemble des entreprises qui produisent industriellement des biens culturels ou des biens symboliques. Ce qu'on appelle donc des biens culturels ou des biens symboliques, ce sont des objets ou des artefacts dans lesquels s'inscrivent les œuvres de l'esprit humain. Donc, par exemple, les œuvres artistiques, les œuvres scientifiques, les œuvres intellectuelles, les œuvres musicales, etc., qui vont être ensuite reproduites en grande quantité et diffusées à grande échelle. Par exemple, à travers des livres, à travers des disques, à travers des photographies, à travers des films, etc. Donc, dire que ces biens culturels ou symboliques sont produits industriellement, ça veut dire qu'ils sont produits à partir de machines et de processus automatiques, qu'ils sont produits en série, qu'ils sont produits de manière standardisée et que leur production s'inscrit dans une économie de marché. C'est-à-dire qu'ils sont produits pour être vendus, donc pour être échangés contre de l'argent sur un marché et qu'une certaine valeur marchande leur sera donc attribuée. Cela n'a évidemment pas toujours été le cas, puisque, par exemple, avant l'invention de l'imprimerie, les livres ne pouvaient pas faire l'objet d'une distribution de masse et être échangés sur un marché. Pour que cela devienne possible, il a fallu d'abord tout un ensemble de techniques permettant la reproduction en grande quantité des écrits, grâce notamment au papier et à la presse typographique. De même, avant l'invention des techniques d'enregistrement phonographique qui se sont développées donc au XIXe siècle, il était impossible d'enregistrer de la musique sur des supports matériels que constituent les disques, par exemple, et donc il était a fortiori impossible de vendre des disques, de même qu'avant l'invention des émetteurs radiophoniques, il était impossible de diffuser de la musique à grande échelle par l'intermédiaire d'ondes électromagnétiques. La seule solution, avant l'invention de ces technologies, pour écouter de la musique, c'était de savoir en jouer soi-même ou de fréquenter des musiciens. La musique ne constituait donc pas un bien culturel disponible sur un marché et que n'importe qui pouvait se procurer. De même encore, c'est l'invention de l'enregistrement photographique, puis de la technique cinématographique qui a rendu possible le développement de l'industrie du film, notamment aux États-Unis au début du XXe siècle. Donc, en fait, dans tous les champs artistiques, dans tous les champs culturels, si les arts ou si la culture peuvent devenir en fait une industrie, c'est d'abord parce qu'un certain nombre de techniques d'enregistrement se sont développées, donc des techniques d'enregistrement littéral, phonographique, photographique ou cinématographique, qui ont rendu possible la reproduction technique des œuvres et leur diffusion massive dans les sociétés sous forme de biens culturels ou symboliques au sein d'un marché. Or, cette reproductibilité technique des œuvres et leur diffusion massive sous forme de marchandises, elle va affecter en quelque sorte leur caractère même d'œuvre, puisque une œuvre artistique, traditionnellement, se caractérise par le fait, justement, par son unicité, par son originalité. Une œuvre, traditionnellement, c'est précisément ce qui ne peut pas être reproduit deux fois à l'identique, c'est précisément ce dont la valeur ne peut pas être calculée, ce qui n'a pas vocation à être acheté ou à être consommé, mais à être contemplé ou cultivé.
C'est la raison pour laquelle Adorno et Horkheimer, donc les deux philosophes allemands qui en fait ont introduit ce concept d'industrie culturelle en philosophie, hein, eh bien, ils l'ont d'abord introduit comme un concept critique, c'est-à-dire qu'ils voient d'abord dans ces industries un danger pour l'art et pour la culture en général, puisque en effet, hein, selon eux, en devenant des marchandises vouées à être vendues et consommées, les œuvres risquent de perdre leur caractère unique, singulier, original et subversif. Pour être vendues, justement, pour être vendues en grande quantité, eh bien, les œuvres vont devoir plaire au plus grand nombre, demander le moins d'efforts possible au public. Elles deviendront alors des biens standardisés, voués à satisfaire de nombreuses demandes identiques. Et au lieu de faire penser les spectateurs, hein, au lieu de transformer leur vision du monde, eh bien, au lieu de les déranger, même peut-être de les perturber, hein, elles serviront au contraire à les divertir, c'est-à-dire, hein, selon Adorno et Horkheimer, à détourner leurs attentions des vrais problèmes en les immergeant dans des univers fantasmatiques et en exploitant leur penchant régressif. Donc, bien que Bernard Stiegler ait lui-même critiqué en profondeur la théorie d'Adorno-Horkheimer, hein, dans le troisième tome de La technique et le temps, mais je n'y reviendrai pas précisément ici. En tout cas, donc, bien qu'il ait effectivement critiqué cette théorie pour des raisons très fondamentales, néanmoins, il ne me semble pas faux pour autant de dire qu'une certaine dimension de sa pensée s'inscrit quand même dans cette lignée de la critique des industries culturelles initiée par Adorno et Horkheimer et par donc l'école de Francfort. Cette critique des industries culturelles chez Bernard Stiegler, elle ne se manifestera plus forcément comme chez les deux auteurs que j'ai mentionnés auparavant, à travers une critique de la radio et du cinéma, mais plus spécifiquement à travers une étude des enjeux sociopolitiques, esthétiques et phénoménologiques du cinéma et de la télévision. Une comparaison qui peut être un peu éclairante à ce sujet, hein, c'est que donc en 1964, hein, Adorno, dans son article qui s'appelle L'industrie culturelle, va commenter les propos cyniques des producteurs de films américains qui affirment tenir compte du niveau intellectuel d'un enfant de 11 ans lorsqu'ils produisent des films grand public. Et en 2004, hein, donc 40 ans plus tard, dans De la misère symbolique, Bernard Stiegler commentera les propos qu'il considère comme être des propos effroyables de cynisme et de vulgarité du patron de la chaîne de télévision de TF1, qui affirme que la fonction de TF1 donc, consiste à vendre du temps de cerveau disponible à Coca-Cola. Hein. Donc entre ces deux types de cynisme, qui sont respectivement commentés par Théodore Adorno et par Bernard Stiegler à 40 ans d'intervalle, se joue sans doute entre ces deux types de cynisme, se joue sans doute toute l'histoire des industries culturelles au XXe siècle, telles qu'elles aboutissent aujourd'hui à de nouvelles formes numériques, toujours plus inquiétantes et plus infantilisantes. Effectivement, hein, aux deux cynismes évoqués précédemment, il faudrait sans doute ajouter aujourd'hui le cynisme des concepteurs d'applications comme Candy Crush, qui rendent addicts leurs utilisateurs en exploitant les mécanismes de sécrétion dopaminergique dans le cerveau à travers des jeux dont le fonctionnement se base sur l'étude du comportement réflexe des rats et qui requièrent sans doute le niveau intellectuel d'un enfant de 3 ou 4 ans. Donc, quoi qu'il en soit, Bernard Stiegler va donc poursuivre d'une certaine manière la critique des industries culturelles formulée par Adorno et Horkheimer, tout en la déplaçant, donc en la déplaçant théoriquement d'une part, et puis en l'appliquant à de nouveaux objets, notamment donc le cinéma, mais aussi la télévision et les technologies numériques. C'est ce qu'il va faire notamment donc dans le troisième tome de La technique et le temps, mais aussi dans un livre qui s'appelle L'échographie de la télévision, qui est un entretien donc avec Jacques Derrida, publié en 1996, mais aussi dans deux autres livres, notamment De la misère symbolique et La télécratie contre la démocratie, publié en 2004 et en 2006. Ce sont aussi donc ces questions hein, de la télévision et du cinéma qui ont été abordées par Bernard Stiegler dans le cours qu'il a donné à l'UTC pendant plusieurs années. Et c'est pourquoi j'ai choisi aussi de revenir sur ces questions plus précisément ici. Puisque donc dans ce cours que Bernard Stiegler a donné à l'UTC et dans les ouvrages que j'ai mentionnés précédemment. Donc, il va s'intéresser en fait à un type bien particulier d'industrie culturelle, un type bien particulier d'objets culturels, qui sont donc les objets temporels audiovisuels industriels que Mathieu Triclot a mentionné tout à l'heure, qui constituent donc les films cinématographiques et les émissions de télévision. Et donc, ces objets constituent selon lui une mutation majeure dans l'histoire des supports de mémoire et requièrent donc une étude spécifique.
Donc, quelle est donc en fait les spécificités, disons, de ces objets-là, de ces objets temporels audiovisuels qui sont aujourd'hui à peu près partout, hein, non seulement dans les téléviseurs, mais aussi sur les écrans des ordinateurs, évidemment, et les écrans des smartphones. Alors, tout d'abord, pour le dire très simplement, hein, comme son nom l'indique, la spécificité d'un objet temporel, c'est tout simplement de s'écouler dans le temps, de constituer une certaine durée, un certain passage, un écoulement. Contrairement à un livre, par exemple, hein, un livre, c'est un objet spatial, et bien contrairement à un livre, par exemple, un discours, une mélodie, un film ou une émission de télévision, ce sont des objets temporels, c'est-à-dire qu'ils ont un début et une fin, ils ont une certaine durée. Il n'y a aucun sens à attribuer une durée à un livre, puisque le livre, sa durée dépend en fait du temps que le lecteur met pour le lire, hein, tout simplement. Mais un film, par contre, on peut dire qu'il dure 90 minutes ou 1 heure, etc. Hein. La durée d'un film ne dépend pas du spectateur, elle est objective, c'est la durée de l'objet, en fait. Hein. Donc, l'objet a une durée, donc on peut le qualifier d'objet temporel. Donc, cette remarque d'apparence un petit peu banale, en fait, elle n'est pas anodine, puisque ce caractère temporel des objets, il va transformer complètement la réception que l'on peut avoir de ces objets. Puisqu'en fait, ce que remarque Bernard Stiegler, c'est qu'un spectateur, c'est aussi du temps. Une conscience, la conscience qui regarde l'objet, c'est aussi le passage du temps. Hein. Tout spectateur, toute personne, toute conscience est constituée par du temps. Hein. Depuis la naissance jusqu'à la mort, nous ne sommes que, enfin, la vie n'est que du temps, que de la durée. Donc du coup, en fait, la perception de l'objet temporel, du coup, eh bien, elle va pouvoir être caractérisée comme une coïncidence entre deux flux, le flux de la conscience du spectateur et le flux de l'objet qui passe. Hein. Le flux du film, par exemple, et le flux de la conscience de la personne qui le regarde. Lors de la perception d'un objet temporel, autrement dit, lorsque vous écoutez un morceau de musique, lorsque vous regardez un film ou une émission de télévision, votre conscience s'entrelace au flux de l'objet, elle adopte le temps de l'objet, le temps de votre vie coïncide avec le temps du film, et comme votre vie n'est rien d'autre que du temps, eh bien, on peut dire que vous passez votre vie dans le film, du moins, en tout cas, pendant le temps du film. Et c'est en raison de cette coïncidence entre le flux de l'objet et le flux de la conscience, c'est en raison de cet entrelacement entre ces deux flux que les films, que les émissions de télévision peuvent avoir un effet si absorbant ou si captivant. Hein, Bernard Stiegler remarque au début de la technique et le temps qu'il est beaucoup plus facile en fait de se laisser emporter par un film ou par une émission, hein, même quand on la trouve mauvaise, que par un livre. Hein. Si un livre nous embête, on le referme, on cesse de le lire. Hein. Mais souvent, il arrive très souvent que l'on regarde jusqu'au bout un film qu'on ne trouve pas spécialement bon, mais simplement parce qu'on s'est laissé en fait emporter par le flux du film. Donc, si une telle captation en fait de l'attention est moins présente dans le cas du livre, c'est tout simplement que quand on lit un livre, eh bien, on ne s'adapte pas au temps du livre. Au contraire, hein, le lecteur temporalise le livre. C'est lui qui donne son temps à l'histoire. De même, hein, c'est lui qui donne corps et image aux scènes et aux personnages. Hein. C'est lui qui imagine l'histoire, les scènes, les différents personnages, etc., à partir des ressources de sa mémoire, de son imagination singulière. C'est pourquoi, en fait, il n'y a jamais deux lectures identiques. Hein. On peut lire des livres de manière très différente. Et d'ailleurs, souvent, quand on a lu un livre et puis que ce livre ensuite est mis en film, hein, eh bien, on peut le ressentir un petit peu comme une sorte de violence, hein, comme si on nous imposait des images, en fait, qui n'étaient pas celles que l'on s'était construites durant la lecture du livre. Hein. Évidemment, hein, quand on regarde un film, eh ben, bien sûr, le spectateur n'a pas besoin d'imaginer à quoi ressemblent les personnages, hein, ni le décor, ni quoi que ce soit. Ce travail d'imagination, en quelque sorte, est fait pour lui, justement, par le réalisateur du film. Et c'est pour cette raison hein, que André Leroi-Gourhan, qui est donc le paléoanthropologue dont on a beaucoup parlé hier, qui a beaucoup parlé effectivement des hommes, de la préhistoire, des silex taillés, etc., mais qui a aussi beaucoup parlé des technologies audiovisuelles et des technologies numériques, hein, à la fin notamment du deuxième tome de Le geste et la parole. Et donc Leroi-Gourhan s'est beaucoup interrogé sur justement le cinéma et la télévision, hein, qui constituaient selon lui des mutations anthropologiques majeures, puisque outre l'effet de captation de l'attention hein, qu'elles impliquent, eh bien, elles transforment aussi en profondeur le statut des spectateurs et en particulier la possibilité pour les spectateurs de participer ou pas au contenu symbolique et esthétique qui leur est transmis.
Pourquoi? Eh ben, tout simplement, hein, c'est ce que Bernard Stiegler va remarquer à la suite de Le Roi Gourand. Eh bien, la possibilité pour le spectateur de participer au contenu symbolique qui lui est transmis, elle est très différente dans le cas d'un livre et dans le cas d'un film ou d'une émission de télévision. Alors pourquoi? Tout simplement parce que pour pouvoir lire un livre, donc pour pouvoir recevoir le contenu transmis dans un livre, eh bien, il faut avoir appris à lire et donc à écrire, hein, parce que l'apprentissage de la lecture et l'apprentissage de l'écriture vont de pair, en fait, se font de manière conjointe, en général en classe de CP, puis pendant toute l'école primaire. Et donc, en fait, pour pouvoir lire, il est nécessaire de savoir écrire. Donc, pour pouvoir recevoir un texte, il est nécessaire de savoir produire un texte. Autrement dit, le récepteur d'un texte, hein, est toujours aussi, au moins en puissance, le producteur d'un texte. Le lecteur est toujours au moins en puissance un écrivain, même s'il n'est pas vraiment de fait un écrivain, hein. Il pourrait en droit le devenir, et le fait de lire d'ailleurs est aussi une très bonne manière d'apprendre à écrire, hein. On dit souvent que la meilleure manière pour apprendre à écrire correctement, même l'orthographe, hein, c'est de lire des livres qui sont bien écrits. Donc si le lecteur n'est pas forcément écrivain, il pourrait peut-être le devenir, il pourrait aussi devenir critique. Par exemple, si vous lisez un texte avec lequel vous n'êtes pas d'accord, rien ne vous empêche en droit, hein, d'écrire un autre texte pour expliquer pourquoi vous n'êtes pas d'accord, pour décortiquer un petit peu les arguments du texte, bref, pour en fait présenter votre point de vue, hein, pour exprimer votre réception du texte à travers l'écriture d'un autre texte, d'un nouveau texte et peut-être d'un meilleur texte. Mais dans le cas d'un film, par exemple, ou d'une émission de télévision, en fait, c'est très différent, puisqu'il devient tout à fait possible cette fois de voir un film ou une émission, autrement dit de visionner des images, hein, ou des contenus audiovisuels, sans être capable de produire soi-même des images, hein, et même sans avoir aucune idée de la manière dont ces images ont été produites, hein. C'est d'ailleurs ce qui se passe dans la plupart des cas. La plupart des personnes qui vont au cinéma ou qui regardent le journal télévisé, par exemple à 20h, hein, n'ont aucune idée de la manière dont ces films ou ces émissions ont été produites. Elles n'ont jamais été formées à la production de contenu audiovisuel, et pourtant elles reçoivent en permanence des contenus audiovisuels. Elles sont donc réceptrices de symboles audiovisuels qu'elles ne peuvent pas produire en retour, hein. Et cette situation, c'est ce que Bernard Stiegler décrit comme une situation de misère symbolique qui repose en fait sur une séparation entre d'une part les producteurs de symboles et d'autre part les récepteurs de symboles, qui deviennent donc nécessairement, hein, des consommateurs de symboles, incapables d'analyser et de critiquer les contenus symboliques reçus et incapables de produire à leur tour de nouveaux contenus pour exprimer justement leur réception. Contrairement au cas du texte, hein, bon, bah, si vous n'aimez pas un film ou si vous n'aimez pas une émission de télévision, à l'époque en tout cas des technologies analogiques, il était très difficile de produire un autre film ou une autre émission pour la critiquer. Vous ne pouviez pas en fait produire un meilleur film ou une meilleure émission pour critiquer par exemple l'émission ou le film que vous aviez vu et qui vous semblait problématique. Alors certains pouvaient le faire, par exemple, c'est ce que fait François Truffaut dans un film qui s'appelle Fahrenheit 451, dans lequel il va critiquer en fait le pouvoir de la télévision. Il va mettre en scène une société où les livres ont été interdits, remplacés par des émissions de télé-réalité en quelque sorte, bon, ou des jeux télévisés, hein. Et donc il va en fait critiquer les dangers des images télévisuelles grâce à la production d'images cinématographiques. Donc dans ce cas-là, hein, François Truffaut critique le pouvoir des images en produisant de meilleures images. Mais ces cas-là, bien sûr, sont très rares, hein. Ceux qui parviennent à faire cela, eh bien, c'était en fait des réalisateurs, des cinéastes qui étaient avant tout des grands amateurs de cinéma, qui avaient vu des millions de films et qui avaient consacré leur vie à apprendre justement à faire des images. Mais dans la plupart des cas, en fait, la grande majorité de la population qui n'a pas suivi le même parcours que François Truffaut se retrouve dans un état d'analphabétisme à l'égard de l'image, hein, pour reprendre donc un terme qui est mobilisé par Jacques Derrida dans son dialogue avec Bernard Stiegler au sujet de la télévision. Donc, pour finir, tout simplement, hein, rapidement, si le développement des technologies numériques avait pu apparaître à l'origine à Bernard Stiegler comme une promesse, c'est que les technologies numériques contenaient en puissance, selon lui, la possibilité de renverser une telle situation en dépassant justement cette frontière, cette séparation entre les producteurs de symboles d'un côté et les récepteurs de symboles de l'autre, hein, en permettant donc aux récepteurs de contenu audiovisuel de devenir eux-mêmes des producteurs de contenu audiovisuel, hein, puisque bien évidemment, hein, la diffusion des ordinateurs puis des smartphones a rendu accessible au grand public toutes sortes de technologies audiovisuelles numériques qui restaient réservées à des professionnels au temps de l'analogique, hein, et donc il est aujourd'hui possible de faire des films, des photographies, etc., avec
avec un smartphone, puis même de les publier sur des plateformes, etc. Donc, en fait, les technologies numériques avaient cette potentialité-là au départ, selon Bernard Stiegler, surtout parce qu'elles devaient rendre possible aussi une analyse critique des contenus audiovisuels, cinématographiques ou télévisuels, à travers notamment des logiciels qui permettent de décomposer les flux des images et des sons en différents plans, hein, de mettre au jour les techniques de cadrage, de montage et toutes les manipulations qui ont rendu possible la fabrication des images. Hein. Donc, ça, vous voyez dans la présentation Ligne de temps, donc il y a un logiciel sur lequel a beaucoup travaillé Bernard Stiegler et que Vincent Puig a présenté aussi hier. Donc, de même, en fait, que l'écriture avait rendu possible la spatialisation du flux du discours et grâce à cette spatialisation, son analyse savante ou critique, puisque lorsque j'écoute un discours, je suis pris dans le flux du discours, donc je ne peux pas l'analyser, ni le critiquer, ni le penser en fait. Hein. Mais le fait de pouvoir l'écrire, eh bien, ça me permet de pouvoir le visualiser, de pouvoir comparer le début, la fin, de pouvoir analyser, etc. Donc ça rend possible l'écriture, grâce à la spatialisation, va rendre possible une analyse savante et critique du discours. Et bien de même ici, hein, les technologies numériques devaient pouvoir rendre possible la spatialisation des flux audiovisuels et une analyse savante et critique des images. C'est à cela que devait servir, par exemple, donc ce logiciel Ligne de temps, qui permettait l'analyse des films, mais il devait aussi permettre l'analyse en fait des cours en ligne, en permettant par exemple aux étudiants donc de revenir après coup sur l'enregistrement du cours, de la noter, d'identifier des moments de compréhension ou d'incompréhension, d'accord et de désaccord, et finalement d'engager entre eux des débats, des discussions, des controverses à propos du cours, ou bien encore tout simplement, et il devait leur permettre de sélectionner des morceaux du cours à partir duquel vous allez pouvoir remonter le cours de manière différente pour faire un résumé par exemple, en ne gardant que les meilleurs morceaux, etc. etc. On pourrait imaginer, par exemple, qu'à l'issue de ce séminaire, en utilisant ce type de logiciel, les étudiants fassent des sortes de bandes-annonces ou de résumés du séminaire, qui est lui-même un objet temporel audiovisuel, puisqu'on est enregistré en ligne en ce moment-là, et que du coup, en fait, c'est grâce à leur sélection, grâce à ces enregistrements, les étudiants montent de nouvelles versions, en quelque sorte, du séminaire qui seraient propres à leurs interprétations singulières. En fonction de ses intérêts, en fonction de ses questionnements, chaque étudiant ne sélectionnerait pas les mêmes passages, évidemment. Et donc, les technologies numériques, lorsqu'elles sont transformées ainsi et employées ainsi, elles peuvent devenir, selon Bernard Stiegler, des technologies de l'esprit qui permettent une réception critique des contenus reçus, qui est fondée sur des processus d'analyse, de réflexion, d'interprétation, et non plus seulement sur la captation des attentions et l'exploitation des pulsions, comme c'est aujourd'hui le cas dans de nombreuses applications numériques. Donc voilà, je terminerai juste en disant qu'à l'heure du téléenseignement, alors qu'aujourd'hui le recours aux technologies numériques dans le champ de l'école et de l'université s'impose à peu près partout, il me semble vraiment très nécessaire justement de relire les textes de Bernard Stiegler à ce sujet et de réécouter aussi le cours qu'il avait donné à l'UTC pendant de nombreuses années.